On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On reçoit aujourd'hui la nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est officiellement en fonction, assermentée. Il y a déjà eu un premier conseil et déjà une première série de décisions qui en disent long sur la vision que veut implanter André Bouchard à l'Hôtel de Ville. Alors aujourd'hui, ça sera probablement et vraisemblablement la première vraie entrevue avec la nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est assermentée, qui est en fonction, a déjà une première séance du conseil de réaliser avec un certain nombre de décisions qui montrent un peu la vision avec laquelle on se dirige pour les prochaines semaines et les prochains mois. Il est avec nous. André Bouchard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Campagne électorale, c'est fini? Oui. La sermentation, c'est faite? Oui. La première séance du conseil est tenue? Elle est derrière nous. Bon. Et puis? Bien, ça va bien. Ça va bien. C'est beaucoup de boulot. Je m'en attendais. Moi, je suis presque à tous les matins à 7 heures, je suis à l'Hôtel de Ville. Puis, je rencontre des gens, je rencontre des citoyens. J'ai des rencontres aussi avec la direction générale. Et puis, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était... Évidemment, l'élection venait d'arriver, tout ça, on était plus en réaction. Là, vous m'aviez dit, bon, tout le monde veut m'appeler, m'envoyer des courriels puis le téléphone. Vous avez dit, j'ai perdu un peu le contrôle de mon agenda. Avez-vous réussi à reprendre le contrôle de votre agenda? Non. Pas encore? Non, non. On dirait que je trouve plus de temps. Il y a comme... Puis non seulement j'ai pas le contrôle de mon agenda, mais des fois, j'ai conscience de trop serrer les choses dans mon agenda. Là, j'ai vraiment besoin d'une adjointe là, pour m'aider parce que je mets des réunions 1 heure, puis je garde même pas 10 minutes entre les deux pour essayer de faire les suivis et tout ça. Alors oui, je suis en apprentissage. Bon. Comment fonctionne le cabinet de la mairesse ou comment voulez-vous qu'il fonctionne? Parce qu'auparavant, si je ne me trompe pas, le maire avait quand même une adjointe administrative qui avait remplacé une autre dame qui avait pris sa retraite. Est-ce que ça, vous avez toujours quelqu'un qui vous épaule là-dessus? Oui, Mme Nancy Surprenant, et c'est une aide précieuse. Bon, c'est la même adjointe que M. Laplante avait? Oui. Donc, elle continue? Oui. Et c'est votre souhait qu'elle continue aussi? Oui, c'est mon souhait qu'elle continue. C'est vraiment quelqu'un qui est efficace. Elle connaît l'Hôtel de Ville de l'intérieur et en plus, je pense que c'est une bonne adjointe. Bon, souhaitez-vous avoir un chef de cabinet? J'aurai un chef de cabinet. À quel moment? Au début, étant donné que j'arrivais d'une structure où j'avais pas vraiment de chef de cabinet, je me demandais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais là, je suis allée rencontrer, la semaine dernière, je suis allée à une activité où est-ce qu'il y avait la ministre des Affaires municipales. C'était dans le comté de Sanguinet. Alors, Mme McCann était là. Puis là, ça m'a comme fait penser que ça aurait été utile, un chef de cabinet, justement pour donner la version politique de cette activité-là. On est dans une ville de près de 100 000 habitants. Oui. Comme je le disais souvent à la blague, mais c'est un peu sérieux. Tout le monde veut parler à la mairesse. Et c'est là où on perd un peu le contrôle des courriels et des téléphones et de l'agenda. Bon, là, si vous avez une adjointe admin, ça va bien. Éventuellement, un chef de cabinet. Mais bref, ça prend quelqu'un pour faire le triage à la porte, là. Bien, jusqu'à maintenant, c'est moi-même qui fais mon propre triage. Ouais. J'ai l'impression que ça va se tasser avec le temps. Mais oui, il y a toutes sortes de questions qui parviennent à moi. Là. La semaine dernière, il y a eu la première neige. Alors, il y a un citoyen qui m'a appelé parce que le sel n'était pas épandu dans les rues. Alors, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais je pense que ça va se tasser. Là. Et à quel moment voulez-vous procéder à l'embauche d'un chef de cabinet? Ça va être pour le mois de janvier. On procède cette semaine. Il va y avoir un comité de sélection. Parce que j'ai reçu des belles candidatures, des beaux CV. Puis, il va y avoir cette semaine un comité de sélection parce que pour moi, c'est bien important que ce chef de cabinet-là soit aussi... Il faut qu'on ait une belle interaction, mais une belle interaction aussi avec des membres du conseil. Bon. Le conseil, on a eu une première séance, officiellement, mardi, le 23 novembre, si je me rappelle bien. Vous en avez profité, entre autres, pour faire vos nominations. Donc, les fameux comités. Les comités, c'est un peu comme l'équivalent
du Conseil des ministres au fédéral provincial. Donc, c'est quand même important dans l'appareil municipal de désigner ça. Auparavant, je présume que vous aviez rencontré individuellement et en équipe le nouveau conseil, les élus, proprement dit. Compte tenu du fait que j'avais pas nécessairement d'idée sur la question des comités, j'ai commencé par rencontrer les seniors de mon équipe, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà conseillers et qui participaient à ces comités-là. Puis ce que j'avais fait, j'avais envoyé un courriel à toutes les autres personnes qui avaient été nommées, aux autres conseillers, en leur demandant leurs préférences. J'avais envoyé une liste de comités, puis je leur avais demandé spontanément de me dire où est-ce qu'ils se reconnaissaient. Ouais. Parce que c'était bien important pour moi. Évidemment, il y a des comités qui peuvent être jugés plus importants que d'autres, que ce soit le comité de développement économique, le comité des finances et tout ça. Mais c'est important pour moi qu'il y ait un mélange de conseillers d'expérience et de nouveaux. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense qu'il faut faire rentrer de l'air dans la machine municipale, puis c'est ce que je voulais faire. Alors, je n'ai pas respecté nécessairement tous les désirs ou ce que les gens préféraient, mais somme toute, on est arrivé à des comités qui sont bien équilibrés. Bon, parlant de comité, moi, la première chose qui m'a frappé là-dessus, entre autres, vous faites référence aux conseillers sortants, donc aux conseillers qui ont de l'expérience. Évidemment, il y en avait 4 dans votre propre équipe, 5 dans votre propre équipe, évidemment, qui ont été réélus. Mais évidemment, Mme Poisson, qui est une conseillère d'expérience, qui techniquement a été élue sous une bannière indépendante, vous lui faites quand même beaucoup de place dans des comités importants. Bien, c'est important. Pour moi, je trouve que c'est une conseillère d'expérience, c'est une conseillère qui a des idées, qui a mené à bien des dossiers dans son quartier. Alors, il n'était pas question pour moi de la mettre sur une voie d'évitement. Bon, c'est ce qu'on a constaté de par vos nominations. Bon, Mme Charbonneau est aux finances. Vous avez ramené M. Fontaine aux Montgolfières. Il devait être très, très heureux de la chose, j'imagine. Mais aussi, autre fait marquant, sur la nomination de votre comité exécutif, il y a Mme Charbonneau, Mélanie Dufresne, Marco Savard, donc des conseillers d'expérience, mais aussi un nouveau qui est Sébastien Godette. Pourquoi faire le choix d'amener un nouveau au comité exécutif en la personne de Sébastien Godette? Bien, pour qu'il prenne cette expérience-là, et aussi parce que M. Godette a quand même l'habitude il travaille lui-même dans un organisme public. Alors, il a les habitudes que ça demande pour ça, ses compétences en gestion des ressources humaines aussi, puis sa volonté. M. Godette, il veut travailler pour la ville, il veut travailler pour les citoyens et tout ça. Alors, ça lui faisait plaisir de faire partie du comité exécutif. Bon, sauf que là, on a un comité exécutif qui a presque peu ou pas de pouvoir. Ceci avait été modifié dans le dernier mandat pour les raisons qu'on sait. Je m'attendais, moi, à voir au dernier conseil un avis de motion pour rechanger le règlement. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce à dire que vous êtes en train de revoir les pouvoirs que pourrait regagner le futur comité exécutif? L'avis de motion va être dans une séance ultérieure parce que l'objectif du comité exécutif, c'est vraiment aussi d'alléger les conseils. Puis c'est important, ça a été établi. Il faut que les conseillers fassent confiance aussi au comité exécutif. On va sans doute ramener à peu de choses près les pouvoirs tels que l'exécutif les avait. Je pense pas qu'il va y avoir tant de modifications que ça. Mais encore une fois, donc, il faut y aller par un changement de règlement. Oui. Faire adopter tout ça, l'avis de motion qui va précéder. Encore là, quoi, ultimement, pour que ça soit opérationnel dès janvier? En janvier, oui, en janvier. OK. Et pour vous, l'idée, c'est de ramener un comité exécutif à peu de choses près avec les mêmes pouvoirs qu'on avait avant 2017? Oui, oui. Pour alléger, comme vous dites, les travaux des séances au Conseil? Oui, parce que moi, j'avais même dans l'idée de ramener les séances du Conseil 2 fois par mois, les séances publiques, parce que dans le porte-à-porte, ça avait été évoqué, ça, qu'une fois par mois, pour certains entrepreneurs ou des promoteurs, c'était difficile. Là. Quand c'était un lendemain de conseil, ça générait des séances extraordinaires. Mais je pense que si on a un exécutif qui est fonctionnel, probablement qu'on devrait arriver à avoir moins de séances extraordinaires et à faire le travail qu'il y a à faire. Remarquez que vous avez toujours la possibilité de tenir une spéciale absolument. À la mi-mois. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bon.
Donc, on voit un peu le fonctionnement dans lequel vous voulez aller. On a vu aussi dans cette première séance du Conseil la nomination de la nouvelle direction générale. Encore une fois, il y avait une direction générale par intérim qui était installée depuis le départ de François Vaillancourt, où on avait demandé au directeur des pompiers, M. Dubois, d'être directeur général adjoint. M. Baudin, qui était lui-même directeur général adjoint, a assumé peut-être même plus souvent qu'à son tour la direction générale par intérim dans les dernières années. Il n'est pas très loin de la retraite. Bref, vous auriez pu aller en concours ou même regarder ce qu'il y avait de disponible à l'extérieur, mais rapidement, vous avez voulu envoyer le signal que c'était vos hommes. Là, je parle de Daniel Dubois et de Stéphane Baudin, mais aussi l'ajout de la directrice des ressources humaines, Maude Clossé. Donc, pourquoi agir rapidement en clarifiant tout de suite la direction générale? C'était important de consolider l'équipe de direction générale pour aussi envoyer le message clair qu'on a confiance dans les employés. On l'a dit à plusieurs reprises dans la campagne que si on arrivait à émettre, à évoquer une vision claire, on serait capable d'amener la ville plus loin. Puis pour ça, on a besoin des employés. Alors, c'est important pour nous de rassurer les employés en consolidant l'équipe de la direction générale. Puis ça ne s'est pas fait de moi à eux, là. Ouais. On a fait un comité de sélection, on a regardé les CV, l'expérience aussi. On a eu une discussion parce que, évidemment, M. Baudin, vous l'avez dit, il y avait une expérience de direction générale par intérim à la ville, une expérience de presque 3 ans, bout à bout, les séquences qu'il a fait. Et ça a vraiment été son choix de continuer à appuyer la direction générale telle qu'elle serait nommée, là, c'est-à-dire M. Dubois. Bon. Et Daniel Dubois, qui est officiellement votre nouveau directeur général, il représente quoi à vos yeux? Quelles sont ses principales caractéristiques qui méritaient qu'on le nomme officiellement comme directeur général? Je pense que c'est quelqu'un qui va travailler en équipe. À mon avis, c'est un leader naturel. Peut-être parce que son passage parmi les pompiers, mais c'est un leader, c'est le leadership que j'ai reconnu chez lui. C'est quelqu'un qu'on aime à suivre. Alors, moi, je suis pas du tout inquiète de la suite des choses parce que je pense qu'on va faire du travail exceptionnel. Bon, et en même temps, avec cette nouvelle direction générale, vient aussi un nouvel organigramme. 2 faits saillants principalement. Le premier, c'est qu'auparavant, on avait un DG et 2 directeurs généraux adjoints. Là, on a un peu la même structure, à la seule différence que l'une des 2 personnes qui fait le rôle d'adjoint conserve son rôle, dans le cas de Maude Clossé, de la direction des ressources humaines, et sous qui relève évidemment d'autres départements. Donc, quels sont les motifs pour lesquels vous avez décidé d'y aller avec cet organigramme d'un directeur général adjoint, dans ce cas-ci une directrice générale adjointe, mais qui conserve quand même son rôle principal? Il est possible que dans l'avenir, on ait besoin évidemment d'une directrice des ressources humaines, d'une directrice adjointe aux ressources humaines. Ça aussi, ça va alléger l'organigramme. Mais on a décidé ça aussi parce que de la volonté même de M. Baudin, il souhaitait continuer à contribuer à l'organisation. Puis il y avait des éléments administratifs, entre autres, qu'il n'avait pas encore touchés. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça de cette façon-là. On a comme... c'est moins purement administratif, purement opérationnel. Il y a vraiment une question de travailler de concert. On ne veut plus travailler en silo. Autre fait à noter dans ce changement d'organigramme, et probablement que vous avez fait des jaloux, mais peut-être même sans le savoir, parce que depuis plusieurs années, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les ressources humaines et les ressources financières ne relevaient pas directement du directeur général, ce qui, moi, personnellement, est un non-sens. Non-sens qu'a vécu Daniel Desrochers, qu'a vécu François Vaillancourt. Or, quand je regarde votre nouvel organigramme, je vois que les ressources humaines et les finances relève du directeur général. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est une modification qui est importante? Très importante. Pour la suite des choses, puis pour toute la compréhension de l'organisation aussi. Moi, je ne peux même pas concevoir que la direction des finances n'était pas sous la gouverne de la direction générale. Je ne pourrais même pas concevoir ça. Absolument. Bon. Donc, direction générale, c'est réglé.
Oui. même plus vite que certains auraient pu penser. Là, évidemment, la prochaine étape, c'est l'adoption du fameux budget. Le budget 2022, bon, qui est à toutes fins utiles probablement déjà très, très, très avancé. Comme toutes les villes au Québec le vivent dans une année électorale, est-ce que vous avez quand même réussi à implanter quelques petites affaires que vous souhaitiez voir apparaître rapidement? Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est pas nécessairement fait. On a eu jusqu'à maintenant trois comités de travail, c'est-à-dire 2 demi-journées. On a eu ce dernier samedi, c'est-à-dire 2 demi-journées pour le comité des finances, puis une journée entière pour tout le conseil. Sauf que ce qu'on va faire, il y a eu des sommes, il y a eu des projets de réservés dans le budget. J'appellerais ça comme ça parce que le 20 janvier, on va tenir une grande rencontre entre le conseil et tous les directeurs de services et la direction générale pour donner les orientations et aussi pour replacer les priorités. C'est-à-dire qu'il y a des priorités qui étaient peut-être celles de l'ancien conseil, puis là, qui vont devenir, qui vont s'actualiser, qui vont s'opérationnaliser dès le début du mois de janvier. Bon. Et est-ce que les citoyens doivent s'attendre à des hausses de taxes, à un gel de taxes? Bref, vous êtes rendu où dans cette réflexion? J'ai pas l'odieux de dire qu'il n'y aura pas de... C'est sûr qu'il n'y aura pas de gel de taxes. Ouais. Même, à mon humble avis, l'année dernière, les taxes à 0 %, une année où est-ce qu'on avait les bacs à recyclage, les bacs Bruno en même temps, mettons que c'était un budget, un taux de taxe de campagne électorale, à mon avis, là, sauf qu'on a tout fait pour que ça demeure raisonnable. Puis ça va vraiment être raisonnable parce que, évidemment, il y a des choses dont il y a beaucoup de dépenses qui sont incompressibles, que ce soit les salaires ou que ce soit aussi les coûts des matériaux actuellement, l'IPC aussi, là. Mais ça va être, somme toute, raisonnable. Je suis assez fière de ça, où est-ce qu'on va s'en aller. Bon, vous avez dit le mot « salaire ». Ouais. Je veux vous entendre sur 2 choses. La première, c'est que le Canada français montrait à sa une un texte très élaboré sur le salaire de nos fonctionnaires, où on se rend compte que les fonctionnaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, au prorata de nos populations, sont relativement bien ou sinon même mieux traités que d'autres villes au Québec. Votre première réaction là-dessus, c'était quoi? Bien, quand j'ai vu la une du Canada français, j'étais choquée. Toutefois, ça a fait partie de nos premières discussions avec la direction générale, l'optimisation des ressources en vue de meilleurs services. Toutefois, après réflexion, force est d'admettre que, sorti de leur contexte, on s'entend que Saint-Jean-sur-Richelieu, dans moins de 2 ans, on va passer le cap des 100 000 de population. Alors là, on est comme la plus grande parmi les moyennes et les plus petites. Ce qui fait que quand on va franchir le cap des 100 000 de population, bien, on va se comparer aussi avec des plus grandes municipalités. Mais est-ce qu'il y a du travail d'optimisation à faire? C'est certain, ça. Puis même quand j'étais dans mon ancienne vie, quand j'étais à la commission scolaire, j'ai toujours trouvé que il y avait comme un décalage entre les salaires publics puis les salaires à la ville de Saint-Jean. Mais quand je regarde tous les salaires des fonctionnaires de toutes les municipalités, bien oui, ils sont élevés. Mais s'ils sont élevés et on donne les services qui vont avec, c'est quand même moins grave. Mais c'est vraiment... Pour vous, il faut quand même regarder une optimisation possible. Absolument. Gel des salaires de la haute fonction? Je pense pas que c'est envisageable. Écoutez, je pense que ça fait même pas longtemps que les conventions collectives ont été signées. Alors, il n'y aura pas de gel de fonction. À l'opposé, ce qui est frappant et ce qui, malheureusement, est rarement discuté, c'est que, bon, oui, on s'aperçoit qu'à Saint-Jean, on paie nos fonctionnaires mieux qu'ailleurs. Mais par contre, les élus municipaux, eux, sont moins bien rémunérés qu'ailleurs. Moi, ça me frappe à chaque fois où le Journal de Montréal publie son top 10, 20, 30 des maires les mieux payés de la province. Or, le maire de Granby fait à peu près, je pense, 50 ou 60 000 $ de plus que vous, là. Puis Granby est à quoi? 70 000 de population ou à peu près. Bref, quand on regarde ça, le maire ou la mairesse de Saint-Jean n'est même pas dans le top 20 des élus municipaux les mieux payés au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas un non-sens? On paie les fonctionnaires un peu trop, mais nos élus municipaux, eux, ils ne sont pas assez payés.
il y a comme un héritage qu'on a, là. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on a demandé à la direction générale de faire un relevé de ce qui se faisait pour des municipalités comparables à la nôtre, là, pour réviser ça. Parce que ça, évidemment, ça nous a été amené par les conseillers qui étaient déjà conseillers, parce que j'imagine que c'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Alors, on va voir dans les prochaines semaines. Quand on parle du salaire des élus, il y a tout le temps une dose de courage politique là-dedans parce que malheureusement, la loi des cités et villes, en fait, personnellement, je pense que c'est le gouvernement qui devrait élaborer une grille de salaire au prorata de la population. Mais là, en ce moment, on peut se ramasser avec le maire d'une municipalité de 2000 habitants, genre Saint-Lin-Laurentide, où il fait 175 par année, mais tu peux te ramasser avec une ville de 100 000 habitants où la personne a à peu près 50 000 de moins par année. Puis au même titre, on l'a vu avec la nouvelle mairesse de Longueuil, où là, dans ce cas-ci, on avait une mairesse qui gagnait plus que le premier ministre du Québec. Donc, c'est comme un peu du n'importe quoi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à Saint-Jean, les élus municipaux ont un traitement inférieur à la moyenne. Je suis quand même contente que vous le disiez, que vous le notiez, parce que c'est dans ce sens-là qu'on a demandé aux gens de regarder qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Parce que sans être trop payé, on veut au moins être justement payé. Parce qu'un travail politique, c'est un travail tout le temps. Mais souhaitez-vous avoir une rémunération des élus, disons qu'on la révise, là, basée sur des jetons de présence, autrement dit, un conseiller qui en fait plus ou qui est sur plus de comités, devrait-il avoir une rémunération plus élevée que celui qui a moins de temps à y consacrer? Ça, je ne souhaiterais pas ça, parce que je souhaiterais pas ça parce qu'il y a des conseillers municipaux actuellement que c'est leur travail d'être conseillers municipaux. Exact. Elles ont renoncé à une carrière ou elles ont une carrière à temps partiel, alors qu'il y a des conseillers municipaux. Moi, j'ai des enseignants qui sont dans le conseil municipal. Évidemment, ils n'ont pas autant de temps à accorder à des comités. Alors, je ne voudrais pas que ça défavorise les conseillers. Bon. Donc, donc j'entends que ça va être quelque chose qui va être revu probablement dans les prochaines semaines. Ça va être revu dans les semaines qui viennent. Mais au final, est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement, un peu comme d'autres l'ont dit, mette lui-même une grille de rémunération des élus? Ce serait une bonne idée. Ce serait une excellente idée parce que quand c'est le temps de parler de notre propre rémunération, c'est délicat. On est dans des contextes où est-ce qu'on est obligé de faire des coupures ou de faire... Tu sais, il faut faire des miracles pour ne pas avoir des budgets déficitaires. Puis là, bien, on est obligé de discuter de nos propres salaires. Bon. Là, il y a eu déjà des premières rencontres à la MRC du Richelieu. Précédemment, vous nous aviez indiqué vouloir la préfecture. Et là, ultimement, vous avez reconduit M. Ryan, qui est le maire de Noyant, comme préfet de la MRC. Pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est parce que quand vous m'avez posé la question dans le contexte, c'était le lendemain matin de l'élection. Puis là, vous m'avez posé la question en disant M. Dolbec était préfet, M. Fecteau était préfet. Alors moi, je pensais qu'il y avait comme une obligation pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand je suis arrivée à la MRC et que j'ai constaté que j'avais quand même mes droits de vote qui sont quand même importants à la MRC et que je siégeais sur tous les comités, je me suis dit... Puis quand j'ai constaté le travail que faisait M. Ryan, je me suis dit que c'était pas nécessaire pour moi d'être préfet pour faire ce que j'avais à faire. Absolument. Je souhaiterais bien être préfet suppléant parce que j'aimerais ça apprendre. Je suis toujours en apprentissage, mais c'était pas nécessaire pour moi d'être préfet. Bon. Je reviens à la première séance publique parce qu'il y a le fameux dossier des pesticides où on veut une réglementation. Bon, il y avait des gens dans la salle qui sont venus mettre de la pression sur le Conseil. Bon, vous avez clairement dit que malheureusement, ça n'arrivera pas le 14 décembre, mais que ça va se faire au premier trimestre. Donc, il y a toujours cette idée de réglementer les pesticides? Oui, absolument. On va réglementer les pesticides. Mais ça ne se fera pas tout de suite, là? Ça va se faire dans le premier trimestre parce qu'il faut accompagner les gens qui sont en affaires et qui dispensent des pesticides. Bon. Et là, vous avez le brunch de la mairesse qui revient. C'est quelque chose auquel on était habitué à Saint-Jean, où le maire ou la mairesse, donc, au bénéfice de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Et là, on revient, je pense que c'est le 19 décembre? Oui, dimanche le 19 décembre. C'est le brunch de la mairesse. C'est à prix populaire. C'est 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. Et c'est vraiment au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est aussi une belle occasion pour les membres du conseil de rencontrer les citoyens. OK. Donc ça, vous avez accepté de revenir avec ça pour le bénéfice de la Saint-Vincent-de-Paul? C'est même moi qui a eu cette idée-là, parce que dans le temps de M. Dolbec, on y allait, dans le temps de M. Fecteau, alors
Je trouve que vous voulez renouer avec la tradition. Oui. Bon. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici les fêtes? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, j'ai comme plusieurs semaines de réunions. Bien, de toute façon, on va avoir la séance extraordinaire qui va se tenir le 7 décembre pour l'adoption du budget. Il y a la séance normale du 14 décembre. Entre-temps, on a des pléniers, on a des réunions. Demain matin, j'ai le CA de la MRC. Alors, il reste beaucoup de choses à faire. Bon, bien, bonne chance à vous. On vous reviendra dans quelques semaines pour parler, entre autres, des golfs et de l'aéroport, parce que ça va revenir, ça aussi, évidemment. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. On vous revient avec le mot de la fin. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, belle émission. L'informateur Joannet est avec nous pour parler de football scolaire. Et en deuxième partie, le gouverneur des remparts du Richelieu. Ouais. Je vais être là, Alexandre Baudouin. Et Bruno va parler du retour des expos. Oh yes! Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si ce n'est pas déjà fait, passez devant l'hôpital du Richelieu pour admirer, surtout le soir, ce sapin géant qu'a mis en place la Fondation Santé avec ce projet de santé mentale. Et là, vous pouvez contribuer, évidemment, à bonifier les lumières de cet arbre au coût de 5 $. Donc, à chaque fois, évidemment, qu'on y met un 5 $, on a une lumière à nous dans cet arbre, ce sapin géant. Donc, allez sur Je donne en ligne. À demain. Bye-bye.